Et c'est déjà la dernière partie de cette édition très spéciale, une remise des prix, les académiques honoris causa. On poursuit avec le 7e et dernier lauréat de la soirée, devrais-je dire les 7e, puisqu'on parle d'un collectif académique for peace. Bonsoir Méliat Koutoun et Bourdieu Binbonga. Bonsoir, good morning, good night. Bonsoir. On est toujours avec notre interprète Thomas et on va commencer par vous demander qu'est-ce que ce collectif Academic for Peace? What is Academic for Peace? Academics for Peace, actually the brief story of the rising authoritarianism in Turkey. In Turkish we call in a short name BAK, was founded 2012. And it aimed to contribute to the Kurdish and Turkish peace process with a dialogical vision. And after that, Academic for Peace initiated lots of signatories of the petition. We will not be a party of this crime. It is published in 2016. And in the petition, the petition was not only signed by Turkish academics, it is also signed, foreigner academics. Totally, I guess, more than 2,000 academics all over the world. On va déjà demander une petite traduction à Thomas. D'accord, donc Academics for Peace, ça a commencé comme une organisation qui voulait participer au processus de paix entre les Kurdes et les Turcs. Donc ça a commencé en 2012, nous l'avons fondé avec pour but une idéologie tout d'abord. Et puis ensuite, nous avons lancé une pétition en 2016 qui s'appelait « Nous ne serons pas complices de ce crime ». Et donc, avec cette pétition, nous avons eu beaucoup de signataires et des académiciens, non seulement de Turquie, mais également de l'étranger. Plus de 2000 personnes ont signé cette pétition. On va tout de suite regarder un reportage signé Paul Lonsin pour bien comprendre la situation en Turquie, qui nous permettra, elle, de comprendre la raison d'être d'Academic for Peace. Fin de l'année 2015, la Turquie lance une offensive militaire contre le Kurdistan. Les combats sont violents. En janvier 2016, ils sont dénoncés par un collectif de plusieurs centaines d'académiciens, Academics for Peace. Celui-ci réclame la fin du conflit et une solution pacifique avec les Kurdes du PKK. The petition was not only signed by more than 2,000 academics all over the world, also it became a flagship for peace and conflict dialogue. And women's role in peace. Le président turc Recep Tayyip Erdogan qualifie les signataires de traîtres à la nation. De nombreux universitaires sont jugés pour soutien au terrorisme. Ce qui est en jeu aujourd'hui, actuellement, c'est la liberté d'expression, la liberté d'académique et tout pour les libertés fondamentales. Parce que si des universitaires, des enseignants-chercheurs ne peuvent pas exprimer leurs opinions, ne peuvent pas s'investir dans l'espace public pour exprimer une opinion. Certains sont condamnés à des peines allant de 15 mois à plus de 2 ans de prison. Les attaques du pouvoir contre le monde académique ne s'arrêtent pas là. Depuis 2016 et le coup d'État manqué contre le président Erdogan, la répression est de plus en plus forte. La mesure répressive vise celles et ceux, chercheurs, membres du corps professoral et autres, qui ne partagent pas la doxa officielle, les discours officiels de Recep Tayyip Erdogan, la vision du monde, la vision de la Turquie qu'il veut imprégner dans les esprits, aussi les valeurs islamiques qu'il veut faire valoir au sein de la société turque. Autre exemple flagrant de la perte de liberté académique en Turquie, les recteurs d'université sont désormais nommés par le président et non plus par leur père. En début de cette année, des dizaines de professeurs et d'étudiants sont sortis dans la rue. Ils dénoncent la nomination d'un recteur pro-Erdogan à la tête de l'une des universités les plus prestigieuses du pays. Voilà un reportage bien nécessaire, François, pour comprendre en fait la situation en Turquie. D'ici, c'est assez compliqué. On a le sentiment que là, c'est simplement quelque part l'hyper-président Recep Tayyip Erdogan qui s'érige contre les universitaires. Est-ce que c'est aussi simple que ça ? Exact. D'une certaine manière, oui. C'est-à-dire que la Turquie est certainement l'un des pays où la liberté académique s'est le plus dégradée ces dernières années. Et on voit très bien, notamment au travers de cette question de la nomination des recteurs des universités, que le président Erdogan, finalement, veut utiliser les universités comme un instrument de diffusion de sa doxa, de sa doctrine. Et que dès lors, tous les universitaires qui oseraient quelque part
mettre en cause la doctrine officielle du pouvoir sur certains sujets, dans le cas présent sur la question du conflit turco-kurde, mais aussi sur des questions d'asile et de migration, sur des questions de genre par exemple, eh bien tous ces universitaires se retrouvent fichés, listés, emprisonnés et accusés finalement de terrorisme, accusés d'être des sortes d'ennemis de l'intérieur. Et on sait très bien que c'est comme ça que les pires dérives fascistes commencent, dès lors qu'on commence à accuser des ennemis de l'intérieur de soutenir le terrorisme ou de soutenir des actions contre l'État. C'est vrai qu'ici, on comprend que ça a commencé par une situation particulière, qui était ce conflit entre les Turcs et les Kurdes. Aujourd'hui, on a envie de demander à nos deux invités quel est l'objectif premier d'Academic for Peace. S'il y avait vraiment un projet, une ambition, c'est laquelle? So it all started with the Kurdish and Turkish conflict. But now, if you could say, what is the main objective of Academics for Peace, if you have one project to mention? Yes, as you mentioned, it started as a contribution to Turkish and Kurdish question and peace process in general. But at the beginning, the Academics for Peace were thinking about producing critical thinking about peace and producing critical knowledge about academic freedom and autonomy of universities in especially authoritarian contexts. Now, Kurdish question is still on the table, so it is not. We cannot say that it is totally out of the Kurdish question. Should I continue? But on the other hand, on the one hand, we want to contribute this peace process. On the other hand, we also want to contribute academic freedom and autonomy of the universities in general. Oui, donc tout a commencé par ce combat pour la paix entre la Turquie et les régions kurdes, les populations kurdes. Mais nous voulions surtout créer un raisonnement critique et parler de la liberté des académiciens, la liberté des universités dans un régime autoritaire. Et donc, bien sûr, on ne peut pas oublier le conflit, puisqu'il est toujours présent. Mais d'un autre côté, on essaie aussi de contribuer à cette liberté universitaire. Donc on comprend que c'est vraiment une liberté aujourd'hui plus large qui est demandée, qui est réclamée. On a envie de vous demander, est-ce que vous avez peur aujourd'hui? Are you afraid of the risk? Actually, yes, the risk is still going on. Actually, all this risk situation has been happening since 2015. Actually, I think it was one of the highest point when the rising authoritarianism is started that time, and after that, the petition was signed. And following the petition, lots of academics were dismissed from their permanent positions in the university, and lots of academics faced many attacks, and hundreds of signatories lost their passports, their official rights, and also they were prevented finding jobs even in the private universities, and also they were physically and verbally threatened, and some of them in custody, and all this risky situation was happened that time, but still, and that's why more than 4,000 academics had to move from the country. Should I go or? Oui, donc nous sommes toujours dans une situation risquée, et ce, depuis, je dirais, 2015, qui était vraiment le summum de l'autoritarisme en Turquie. Et ensuite, après 2015, on a eu la signature de cette pétition. Et donc, on a vraiment vu beaucoup de réactions, dont des académiciens qui ont été licenciés, qui ont été sujets à des menaces, tant verbales que physiques. D'ailleurs, on a une centaine de signataires qui ont perdu leur passeport, leur droit d'exercer. Ils ne pouvaient plus trouver d'emploi, même dans les universités privées. Certains se sont même retrouvés en prison. Et c'est toujours le cas, c'est toujours risqué. C'est pourquoi plus de 4000 académiciens ont dû quitter le pays. On se demande quand même quel avenir pour un pays qui fait fuir ses académiques. Ah, c'est certain que c'est un signe certain de déréliction des libertés et de la démocratie. Et si un pays, effectivement, perd
ces académiques. Ce n'est pas juste quelques intellectuels, ce sont des départements entiers qui sont fermés, ce sont des universités qui doivent déménager, ce sont des étudiants qui ne reçoivent plus d'enseignement sur certaines matières. C'est certain que c'est un appauvrissement très considérable de la vie intellectuelle d'un pays et d'un contre-pouvoir essentiel dans une démocratie. Et est-ce qu'un hyper-président comme Erdogan pense à ça et se demande un peu qu'est-ce qu'il envisage pour son pays dans 10 ans ? Je pense que le but d'un hyper-président comme Erdogan, c'est évidemment d'être encore au pouvoir. Oui, mais dans c'est pas 10 ans. de plus avoir d'universitaires. Je pense que c'est surtout d'avoir des universitaires à sa botte, qui quelque part vont contribuer à la diffusion de sa doctrine et de son idéologie, et qui vont quelque part maintenir en place ce qui ressemble de plus en plus à une dictature. Academic for Peace était représenté ce soir par Melehat Kutoun et Burcu Binboga. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir fait le déplacement. Merci aussi à Thomas. Et on arrive déjà à la fin de cette cérémonie, de cette remise de prix. On était ravis de recevoir des représentants de nos lauréats et de s'intéresser aussi à ces 7 lauréats. On le rappelle, récompensés des Academic Honoris Causa, des lauréats qui portent un seul combat, la liberté académique. Et merci aussi à François, à Vincent et à Olivier qui étaient avec nous tout à l'heure, tous représentants de Carta Academica. C'était important ce soir de marquer le coup quelque part en diffusant les images de ces 7 lauréats et leur parcours. Oui, c'était plus qu'important et à mon tour, moi je remercie LN24, le soir et Mediapart et quelqu'un qui est dans l'ombre que je veux mentionner, c'est Amaury Dehoux, sans qui cette soirée n'aurait pas eu lieu parce que on parlait tout à l'heure, la liberté académique c'est un travail de collaboration, mais la collaboration elle est aussi, comme on l'a expliqué durant toute cette émission, elle se joue entre la recherche et la diffusion de cette recherche, entre la prise de position et la diffusion de ces prises de position, donc plus que jamais dans le combat qu'on mène, on l'a vu en Turquie, ça semble être encore plus mal engagé que chez nous, puisque là, je pense qu'on peut dire qu'on est dans une dictature. En Hongrie, on s'y achemine. En Pologne, on a pris un mauvais chemin. Même chez nous, c'est dangereux. C'est un combat qu'on doit mener tous ensemble. Merci beaucoup pour cette collaboration. Merci à Carta Academica. François Gemène, le mot de la fin. Le maître mot, c'était alliance. Et on a beaucoup aimé Edoui Plenel de Mediapart nous en parler. C'est ça, c'est une alliance entre toutes ces personnes qui ne vont peut-être pas changer le monde singulièrement et chacune de son côté, mais peut-être tous ensemble. C'est une alliance, effectivement, entre toutes les personnes qui, à mon sens, doivent représenter des contre-pouvoirs essentiels en démocratie. Et c'est pour ça que la presse et les académiques doivent être aussi partenaires dans une démocratie, parce qu'ils représentent un contre-pouvoir essentiel. La démocratie, ça ne peut pas se réduire uniquement aux élections. Et donc ça me paraît important. Et c'est aussi une question d'alliance entre hommes et femmes, entre chercheurs précaires et chercheurs titularisés. Et ça, c'est très important parce que ce qu'on constate, nous, notamment dans Carta Academia, c'est que ce sont souvent les hommes titularisés qui, quelque part, se sentent davantage légitimes à s'exprimer hors de leur strict domaine de compétences. Comme s'il y avait une sorte de frein ou de plafond de verre qui, quelque part, parfois empêchait les femmes de se sentir aussi légitimes en tant qu'intellectuelles dans les débats publics du pays. Les plus jeunes qui ne sont pas titularisés, pareil. Et donc, il y a aussi véritablement un enjeu d'égalité femmes-hommes et un enjeu de solidarité entre chercheurs titulaires et ceux qui sont sur des contrats plus précaires. Et ça, d'ailleurs, fait partie des thèmes abordés ce soir via une lauréate en particulier. Merci beaucoup, François. Et merci à vous d'avoir suivi cette soirée, cette remise des prix, parce qu'on ne le rappellera jamais assez. La liberté académique, la liberté de la presse, c'est avant tout la liberté. Et nous en sommes tous ambassadeurs, vous aussi, téléspectateurs. Alors, merci d'avoir été avec nous. Très belle soirée sur LN24.